Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier ou l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble en cette fin du mois de février comment démarre l'année 2024 sur l'investissement immobilier, sur le marché immobilier, avec un focus peut-être plus sur l'immobilier résidentiel. Bien sûr, nous en parlerons avec Alexandra Verliac, porte-parole de l'équipe scientifique de Meilleurs Agents. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui aussi à une thématique immobilière. Mais nous ferons un focus plus spécifique sur l'immobilier de bureau. Nous nous demanderons quelle est l'approche qu'il faut avoir sur l'année 2024 vis-à-vis de l'immobilier de bureau. Une question que nous poserons à Ghislaine Seguin, directrice générale déléguée de Nexity Entreprises, mais aussi à Vincent Danis, président de Savignan. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons quelles sont les raisons de la sous-performance de la gestion active. Nous en parlerons avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les dynamiques à l'œuvre et quel est le contexte actuel sur le marché de l'immobilier en ce début d'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandra Verliac. Bonjour Alexandra Verliac. Bonjour. Porte-parole de l'équipe scientifique de Meilleurs Agents. Vous publiez des baromètres régulièrement. Vous prenez le pouls un petit peu du marché immobilier, notamment résidentiel, mois après mois. Alors on a vu une année 2023 un petit peu compliquée, avec un coût de financement plus élevé que les années précédentes, avec un impact sur les prix réel, mais plus modéré que la hausse du coût du financement. On sent que en 2024 s'ouvre peut-être un chapitre un peu différent, avec des espoirs de retour à des taux de crédit immobilier un peu plus abordables, si je puis dire, et un questionnement sur la réaction des prix. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur ces 2 premiers mois de l'année 2024 ? Alors, tout d'abord, sur l'année 2023, pour faire un récapitulatif rapide de ce qui s'est passé, ça a été une année marquée par un cycle baissier où on a vu plusieurs phénomènes. Tout d'abord, la baisse des transactions. Bien sûr. Oui. Par rapport à 2022, le nombre de transactions a baissé de 25% pour atteindre un chiffre de 890 000 transactions. En France. En France. Ce qui est important parce que ça faisait 7 ans qu'on n'était pas passé sous la barre du million de transactions. D'accord. Oui. C'est quand même important. Et ça, c'est principalement lié, comme vous l'avez dit, au crédit, à l'accès au crédit qui, lui, a chuté. Effectivement, la production de crédit a baissé de 40% en 2023 par rapport à 2022. Donc coup d'arrêt en 2023, en tout cas par rapport aux années précédentes, ça c'était sur le volume de transactions en lien forcément avec un coût du financement plus élevé et la difficulté de faire passer un certain nombre de dossiers de crédit immobilier. Oui. Tout à fait, et ça s'est ressenti aussi sur les prix. Bien sûr. Parce que moins de transactions et moins d'acquéreurs potentiels sur le marché, ça veut dire aussi plus de négociations et des prix qui tirent donc vers la baisse. Et globalement, en France, en 2023, les prix ont baissé de 1,8%. Donc ça, c'est une moyenne française qui est quand même importante, mais c'est allé encore plus fort dans les grandes villes, et avec par exemple Paris qui a baissé de 5,3%. On a beaucoup entendu parler de la barre des 10 000 euros Bien sûr, qui a été franchie, et aussi par exemple des baisses dans d'autres grandes villes comme Nantes par exemple, qui a baissé de moins 8%. Alors là, effectivement, on est début 2024 et c'est intéressant de se poser une seconde justement sur cette baisse de prix parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup d'informations contradictoires. Il y en a qui nous disent oui, ça baisse, mais regardez, c'est relativement peu par rapport à la hausse du coût du crédit. D'autres qui disent quand même, quand on regarde Paris, effectivement, on est passé sous la barre des 10 000 euros du mètre carré en moyenne sur tous les arrondissements. On peut se dire que globalement, quand même, on a une baisse qui est effective, donc les prix ont baissé en 2023. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être pas suffisamment au goût de certains, mais ils ont baissé. Exactement. En fait, oui, la baisse a été forte. Ceci dit, c'est peut-être pas encore assez, étant donné que le pouvoir d'achat des ménages français a baissé. Donc principalement pour
par rapport au crédit. Les taux ont augmenté, donc ça veut dire un coût du crédit qui est beaucoup plus important. Et il faudrait que les prix baissent de 20 à 30% pour retrouver le niveau de pouvoir d'achat de janvier 2022, donc avant la hausse des taux. On est en 2024 maintenant, on commence à avoir des courtiers sur des plateaux de télévision qui nous disent on arrive à retrouver des taux un tout petit peu moins élevés que ce qu'on avait il y a encore quelques mois. Est-ce qu'on sent que l'histoire qui se dessine pour 2024, c'est une histoire un peu moins grippée sur le marché de l'immobilier, Alexandra Verliac ? Alors, on a des signaux positifs, effectivement, sur le crédit. Tout d'abord, des annonces de la Banque centrale européenne qui sont rassurantes, avec pas de nouvelles hausses des taux directeurs prévus. Bien sûr. Oui. Donc ça se ressent sur les crédits, sur le taux de crédit immobilier. Et c'est vrai qu'on a vu une légère baisse de ce taux en ce début 2024. Donc, signal positif. Autre signal positif, c'est que le crédit est un peu plus accessible aux ménages. Les banques ont assoupli leurs conditions, donc ça veut dire plus d'accès. Ceci dit, je vous rappelle, comme je viens de vous le dire, le pouvoir d'achat des ménages est toujours faible. D'accord, et on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont élevés, donc un coût du crédit qui est élevé. Donc ça veut dire que certains ménages vont pouvoir passer le cap de l'achat aujourd'hui, mais d'autres non. D'autant plus que leur pouvoir d'achat est faible et qu'ils vont devoir faire encore des efforts pour pouvoir passer le cap de la... Donc léger assouplissement en ce début d'année, mais pas non plus retour à une situation de 2022, 2021, voire même 2019, oui. Pourquoi pas. Sur les prix, c'est trop tôt, fin février, début mars, pour constater un impact de cet accès un tout petit peu plus développé au crédit qu'il y a encore quelques mois ? En regardant les transactions réalisées par nos agences partenaires, ce qu'on voit, c'est une légère diminution de cette baisse des prix, okay. Mais pas partout. Par exemple, les zones rurales continuent leur baisse, Paris continue sa baisse, une autre ville, par exemple Bordeaux. Donc ça va dépendre où, ça va dépendre du pouvoir d'achat et on a des signes différents selon les territoires. Donc ça, c'est une chose à considérer. Et autre élément important, c'est le stock de biens à la vente. D'accord, oui. Donc, nous, ce qu'on voit sur nos annonces, c'est que ce stock augmente et particulièrement, les biens mettent plus de temps à se vendre. D'accord. On voit encore aujourd'hui des délais de transaction plus longs qui s'allongent encore aujourd'hui, début 2024, par rapport à ce qu'on pouvait voir en 2023 ? Oui, tout à fait. Par rapport à 2023, là, par rapport à il y a un an, on voit dans les grandes villes des délais de vente qui s'allongent jusqu'à plus 20 jours, donc presque 3 semaines. Alors même qu'en 2023, ça s'allongeait par rapport aux années précédentes. Exactement. D'accord, donc là, ça continue, ce phénomène s'accentue. Exactement. Et pourquoi, en fait, ces biens mettent du temps à se vendre ? Certainement que les propriétaires vendeurs ne sont pas encore aptes à accepter des baisses de prix, à accepter des négociations. D'accord. Et donc là, ça laisse en fait un territoire encore à des baisses encore plus fortes. Dernière question, Alexandra Verliac. Alors, on sort peut-être un petit peu de l'analyse pour faire de la prospective sans évidemment avoir de boule de cristal, bien sûr. Mais on a, vous l'avez dit, le marché a en partie été dégrippé par des annonces de potentiel, en tout cas plus de hausse de taux de la BCE, voire des potentielles baisses de taux à venir. Est-ce que ça aurait un impact direct sur le marché ou une baisse de taux en juin, par exemple, sur le marché de l'immobilier, ou il faudrait attendre début 2025 pour que tout cela se normalise ? Alors oui, ces signaux positifs vont effectivement avoir un impact sur le marché. Ceci dit, là, même si on voit un léger mieux sur ce début d'année, on n'anticipe pas tout de suite des baisses de taux. Donc peut-être qu'à l'été, effectivement, si... Des baisses de taux de crédit immobilier. Des baisses de taux de crédit immobilier. Si ces taux baissent à l'été, ça devrait favoriser le pouvoir d'achat des ménages et donc peut-être relancer un peu la machine. Ceci dit, attention au pouvoir d'achat immobilier et comme je le disais, à ce stock de biens qui est à vendre et donc à ces potentielles baisses de prix qui sont à prévoir. C'est pourquoi chez Meilleurs Agents, nous prévoyons pour l'année 2024 encore des baisses de prix qui devraient être même plus fortes qu'en 2023. D'accord. Donc on estime sur la France en général pour 2024 une baisse de prix de moins 4%. Et un volume de transactions toujours en baisse autour des 800 000 transactions. Merci beaucoup Alexandra Verliac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'équipe scientifique de Meilleurs Agents. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous continuons avec une thématique immobilière dans Enjeux Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble en ce début d'année 2024 quelle approche il faut avoir sur l'immobilier de bureau et nous allons surtout tenter de comprendre ensemble quel est le contexte économique en ce qui concerne l'immobilier de bureau. Un sujet qui revient régulièrement, que ce soit en lien avec l'essor du télétravail ou en lien peut-être avec des performances un peu moins bonnes sur certains actifs d'immobilier de bureau l'année dernière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ghislaine Seguin tout d'abord. Bonjour Ghislaine Seguin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale déléguée de Next City Entreprises et nous avons le plaisir d'avoir à vos côtés également Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Président de Savignane. Alors on va commencer avec vous, Ghislaine Seguin, pour comprendre un petit peu le contexte économique de l'immobilier de bureau en ce début d'année 2024. J'ai regardé un petit peu les chiffres qu'on pouvait trouver, notamment pour l'Île-de-France sur 2023 notamment, et on constate toujours une baisse locative, mais qui résiste quand même. Oui. Et par contre, sur le côté investissement, c'est-à-dire nouveaux investissements dans l'immobilier de bureau, là, on a l'impression qu'on a plus de mal à trouver des gens qui sont prêts à réaliser des acquisitions. C'est ce que vous constatez également ? Absolument. Alors, vous savez, comme dans l'immobilier de logement, nos investisseurs sont impactés par la hausse des taux de financement. D'accord. Puisqu'en fait, tous nos investisseurs professionnels, que ce soit des institutionnels, ils se financent grâce à de la dette, pour une partie, puisqu'ils ont de l'effet de levier. Et donc, c'est cette dette qui, d'un coup, s'est mise à augmenter d'une manière extrêmement considérable, puisque maintenant, on est à un Euribor qui est à 3,50, même un peu plus, 3,90 hier, je crois, alors qu'on s'était habitué à un certain moment à un Euribor négatif. Donc on était dans une période où on a cru pouvoir penser que l'argent finalement ne coûtait rien. Et donc à ce moment-là, on avait de très importants volumes monétaires sur le marché et des investisseurs qui du coup s'endettaient avec un coût très limité. Bien sûr. Et tout ça alimentait beaucoup l'investissement et notamment l'immobilier tertiaire, donc le bureau et les autres produits tertiaires. Ça veut dire qu'on a beaucoup investi sur 2019, 2020, 2021 Alors, oui, tout à fait. Alors, le mouvement a commencé à partir de 2015-2016, quand les taux ont commencé à baisser. Et puis, effectivement, le point d'orgue, ça a été 2019, où là, c'est une année qui a battu tous les records en termes d'investissement. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc là, on a eu un premier effet d'abord sur un redémarrage de l'inflation. Bien sûr. Oui. Donc l'inflation dit hausse des coûts de construction. Donc le phénomène a commencé à gripper un peu du côté des promoteurs, donc qui construisent. Et on a eu un effet un peu difficile pour eux. Mais sur le volume de l'investissement, finalement, avec le redémarrage post-Covid, l'année 2020 s'est quand même relativement bien passée. L'année 2021 aussi. Et ce qui a vraiment arrêté l'investissement, c'est la hausse des taux de financement. D'accord, parce qu'on pourrait se poser la question, et je vous la pose franchement, est-ce que ces reculs d'investissement sont dus à juste un sujet de financement ou un manque de confiance dans l'actif immobilier de bureau en lien par exemple avec l'essor du télétravail, comme on peut l'entendre depuis les mois de confinement qu'on a connus en 2020 ? Alors c'est certain on est dans une conjoncture pour l'immobilier tertiaire qui va subir une profonde mutation. D'abord, vous le soulignez, il y a l'effet du télétravail. Alors, ceci dit, l'effet du télétravail, c'est vrai que les entreprises ont tendance à réduire. Oui, c'est ça. Parce qu'ils tablent sur du flex office, des 20% d'absence réguliers, donc on va pouvoir organiser différemment les effectifs. Donc les locataires sont toujours là, mais ils louent des surfaces moins grandes. Ça, c'est ce qu'on a constaté tout à fait. C'est que les surfaces avaient tendance à se réduire. Ceci dit, cette année, on a vu qu'il y a pas mal d'entreprises. Le mouvement est aussi venu des États-Unis, où on était allé très très loin dans le télétravail. Et on voit que même des entreprises comme Zoom, par exemple, demandent à leurs collaborateurs de revenir au bureau. D'accord. Parce que finalement, cet effet, c'est assez délétère tout de même sur la productivité, la culture d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose que nous constatons quand nous parlons à nos clients. On le voit aussi en France, c'est-à-dire ce qu'on voit aux États-unis de retour au bureau, on commence à le voir aussi en France dans certaines entreprises. Alors, d'ailleurs, dans l'immobilier, il y a un investisseur institutionnel qui a constatant la complexité du marché, a dit à ses collaborateurs, écoutez, maintenant, on revient tous au bureau travailler. Parce qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de brainstormer. Donc cet effet télétravail, il existe.
Probablement, les volumes seront un peu moins importants, mais l'immobilier de bureau, comme on a pu l'entendre parfois, pour moi, ne va pas disparaître. D'accord. Ce n'est pas du tout ce que je constate. Ensuite, on a un deuxième effet qui va transformer notre métier et notre segment d'actifs, c'est l'environnement et l'empreinte carbone. Bien sûr, et la transition énergétique. Et la transition énergétique, biens, parce qu'il y a le décret tertiaire qui arrive. Et donc, deux effets. Un, les actifs existants. Les investisseurs doivent mettre beaucoup de capex dedans, donc il va y avoir beaucoup d'actifs qui vont être réhabilités, restructurés lourdement. Et puis, deuxièmement, une volonté pour les utilisateurs d'être dans des bureaux qui vont être parfaitement aux dernières normes, etc. Et ça va avoir par contre un effet plutôt positif sur la production de bureaux neufs. Vincent Danis, si on change de manière d'aborder le sujet et qu'on regarde ça plutôt d'un point de vue épargnant, qui a un large choix d'investissement face à lui, mais qui regarde aussi effectivement des véhicules qui peuvent proposer de l'investissement dans l'immobilier et pourquoi pas de l'immobilier de bureau. Comment est-ce qu'on regarde cette classe d'actifs ? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelques années, l'immobilier de bureau, c'était sûr. C'était des grandes entreprises qui payaient, c'était des emplacements où globalement on savait que ça allait. Là, depuis quelques mois, il y a des questionnements quand même sur l'immobilier de bureau. À quoi ressemblera-t-il demain ? Alors dans la tête de l'épargnant français, il y a une valeur bien ancrée, c'est la solidité de la pierre. Même si de temps en temps, il y a des crises et ça reste une activité cyclique. Mais ce qu'on a vu apparaître en 2023, certes la remontée des taux de financement, mais aussi par cette remontée des taux globalement, la création d'alternatives nouvelles pour l'épargnant, qui peut se dire pourquoi resterais-je par exemple investi dans un contrat d'assurance vie multi-support sur un produit immobilier de rendement qui me rapporte habituellement 2-3%, mais sur lequel je commence à voir qu'il y a des difficultés, alors que je peux trouver dans le même contrat des fonds obligataires datés avec des rendements embarqués de l'ordre de 5%. Donc l'épargnant peut arbitrer à l'intérieur des contrats comme ça et je passais d'une classe d'actifs à une autre. Donc nouvelle concurrence d'un certain nombre de produits financiers ou autres. Là, on parle du fonds euro ou de fonds obligataires, effectivement, qui proposent des rendements plus élevés. Avec les fonds en euros bonusés en 2024, on va avoir exactement la même chose, puisque l'épargnant qui ne veut pas prendre beaucoup de risques a des solutions qui lui sont proposées, qui vont lui rapporter entre 4 et 4,5. Et il commence à voir apparaître dans la presse, dans les médias, qu'il y a des difficultés sur l'immobilier de bureau, des immeubles alloués à vendre. Et il peut se demander légitimement ce que ça va donner. D'autant que si lui-même est salarié, comme vous le disiez, on voit un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas encore complètement réadapté leur mode de fonctionnement. Moi, je suis frappé quand je vais dans les bureaux d'une compagnie d'assurance et que je vois des réunions dans lesquelles il y a la moitié des gens présents et la moitié derrière écran. Certes, ça interagit, mais pas de la même manière qu'on le voyait par le passé. Alors, il y a un élément très perturbateur dans l'univers des placements immobiliers qui est la liquidité. Et ça risque de perturber encore pas mal en 2024 tout cet horizon-là. D'accord, ouais. On a vu en fin d'année dernière... Donc, liquidité des parts de sociétés de gestion de fonds immobiliers, notamment SCI ou SCPI. SCI, SCPI, EPCI. D'accord. Ouais. La SPIM vient de sortir les chiffres de collecte ou de décollecte de ces fonds. Et on voit que ça peut avoir un impact fort, y compris sur le marché directement derrière. Parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros qui représentent des parts en attente de retrait. À un moment donné, pour les gérants de ces fonds, il faut bien qu'il y ait une adéquation entre l'actif et le passif. Et globalement, ça veut dire qu'il y aura des cessions d'actifs dans un marché où, globalement, il y a peut-être déjà quelques vendeurs, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Une question quand même, alors effectivement il faut regarder au cas par cas en fonction des investissements qu'on a déjà réalisés en tant qu'épargnant ou ceux que l'on souhaite réaliser, mais votre vision Vincent Danis sur l'immobilier de bureau, est-ce qu'on est face à un changement de cycle ? Est-ce qu'on est aujourd'hui 2024-2023 sur des années après des années fastes où en fait globalement effectivement le marché se réduit mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout jeter non plus ? Comment est-ce qu'on l'analyse avec le temps qu'on a envie d'y consacrer quand on est épargnant ? Alors, il y a une vision court terme, une vision long terme. Sur la vision long terme, on sait qu'on est myope, mais on essaye de comprendre ce qui peut se passer. Moi, le point sur lequel je me sens totalement myope, et je vous écouterai volontiers aujourd'hui, c'est de voir à quoi ressemblera l'immeuble de bureau d'un grand groupe dans 5 ans, dans 10 ans, pas d'un point de vue gérant immobilier de l'immeuble, mais d'un point de vue salarié, et voire d'un point de vue DG et RH. Comment est-ce que je motive mes collaborateurs ? Comment est-ce que je recrée un jeu collectif à l'intérieur de l'entreprise ? Si j'avais cette vision claire, je pourrais être plus pertinent, y compris dans mes choix court terme, pour me dire dans quel type d'immeuble de bureau aujourd'hui j'essaye d'orienter mes épargnants,
parce que certains sont déjà en phase avec ces exigences futures, bien sûr, ou en tout cas sont en voie d'amélioration pour le devenir, et d'autres, effectivement, il y a les décrets tertiaires, il y aura des travaux d'amélioration énergétique, mais on voit aussi des emplacements dans lesquels les gens rechignent à revenir au travail, rechignent sur le temps qu'il leur faut pour rejoindre les bâtiments où ils sont censés travailler. Donc ça, ce sont des freins importants. Pour le moment, les taux d'occupation sont bons dans les placements immobiliers. Donc je voudrais quand même apporter une note positive. C'est que tant que les taux d'occupation sont bons, que les loyers sont bien payés... Ça veut dire qu'il y a des locataires et des locataires qui payent. Pour les motivations d'un épargnant qui cherche avant tout un rendement à long terme et sans avoir à gérer de locataires, ça reste une solution parfaitement adaptée. Ghislaine Seguin, Vincent Denis vous a posé une question. À quoi ressemblera effectivement l'immobilier d'un grand groupe, hein, c'est ça, l'immobilier de bureau d'un grand groupe demain? Déjà, est-ce qu'il est forcément en centre-ville? Alors ça, oui, je pense. Il y a vraiment une demande aujourd'hui de nos clients de centralité. Alors, ce qu'ils veulent, c'est une connexion extrêmement aisée au transport. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est avoir des services à proximité. Donc le salarié, s'il vient au bureau, il faut qu'il y vienne facilement. Et le midi, il faut qu'il puisse bouger, faire des courses, etc. Ça, c'est un point important. D'accord. Ce qui est aussi important, c'est qu'il trouve des services dans l'immeuble lui-même. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, comme on veut favoriser ce retour à une culture d'entreprise où les gens brainstorment, ils se parlent, on est dans le collectif, on sait combien c'est important, eh bien, ils veulent vraiment avoir des immeubles où on favorise ces échanges entre les collaborateurs. Donc on nous demande de plus en plus de salles de réunion. D'accord. On a le sentiment que finalement, il n'y en a jamais assez. Beaucoup de salles de réunion, beaucoup aussi d'endroits qui sont plus petits, c'est-à-dire un endroit qu'on appelle parfois cabine, où on peut être 2, 4, pour échanger et ne pas le faire sur le plateau, parce que désormais le plateau de bureau, vous savez qu'il n'y a presque plus de bureaux individuels. Bien sûr, c'est très rare. Donc on est plutôt sur du plateau. Alors en flex office ou pas, parce que certains se mettent complètement en flex-office. Après, on voit que le flex-office, quand même, il y a des résistances. Parce que finalement, l'être humain aime bien avoir son bureau. Il sait qu'il va arriver, il va trouver un endroit où se pluguer. Donc l'immeuble, son mug de café exactement, ou autre. Voilà. Je pense qu'on a nos petites habitudes. Hein, on a ce côté un petit peu animal aussi, bien sûr. Vouloir avoir son territoire. Donc je pense que l'immeuble de bureau, demain, il existera toujours. Ça sera un point très important pour les grands groupes, parce que c'est aussi partie de l'image que véhicule ce grand groupe et de l'intérêt qu'il suscite pour recruter des collaborateurs. Et nous, on voit que les jeunes collaborateurs, notamment, ils sont extrêmement sensibles à la qualité de l'immeuble de bureau dans lequel ils vont évoluer. Si je comprends bien, et on finira avec vous, Vincent Denis, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est un immeuble de bureau où on ne va pas travailler, mais où on va se rencontrer, quoi. C'est globalement ce qui ressort un petit peu de ce que vous nous dites. On travaille. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça, c'est pour la vision long terme et pour la vision court terme. Attention aux évaluations, attention aux expertises. Oui, on a vu les publications des résultats des foncières cotées là depuis le début de l'année, type ICAD ou GESINA. Et les évaluations des actifs de bureau vont bien au-delà pour le moment de ce que prévoient les sociétés non cotées comme les SCPI. D'accord. Donc ça peut être une menace sur l'évolution à court terme. Soit ils sont trop pessimistes, soit ils sont en avance. Donc vérifiez quand même d'un côté ce que disent les foncières cotées, de l'autre ce que disent les SCPI. Normalement, ils devraient avoir le même discours. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas de raison pour que la valeur d'un immeuble dépende de la nature de son propriétaire. Donc si à un moment donné, il y a une divergence de vue, c'est que l'un des deux se trompe, ou que la vérité est entre les deux. Mais ça veut dire que c'est plutôt un signal d'achat pour celui qui est sous-estimé et plutôt un signal de vente pour celui qui serait surestimé. Merci beaucoup Vincent Denis, président de Savignan. Merci Ghislaine Seguin, directrice générale déléguée de Nexity Entreprises, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavis, mais également expert de l'assurance vie en ETF. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble avec vous deux sujets. Un, déjà les raisons de la sous-performance de la gestion active, mais ce qui va nous amener aussi à nous poser la question de savoir combien de fonds de gestion active tiennent dans la durée quelque part et combien disparaissent si on regarde sur les 10 dernières années. Peut-être un mot déjà sur la performance des fonds actions sur les 10 dernières années, Régis Yankovici. Oui, c'est ça. Alors c'est une donnée qui revient parce qu'il y a des études très fréquentes sur le sujet. Et il faut reconnaître que le contenu est un peu le même chaque année. On a, sur une période de 10 ans glissant, à peu près 90 à 95% des fonds de gestion active qui sous-performent
leur indice de référence. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une probabilité de trouver votre fonds surperformant extrêmement limitée. Et donc, c'est ce qui explique, entre autres, le succès des ETF. Mais le sujet que j'aurais voulu un peu discuter avec vous, Nicolas, c'est cet effet de taux de survivance des fonds de gestion active. Parce que beaucoup disparaissent, sont fermés, sont fusionnés. Et là, les statistiques sont aussi édifiantes, puisqu'il y a quasiment un fonds sur 2 qui disparaît sur une période de 10 ans. Vous avez une chance sur 2 de voir votre fonds disparaître. D'accord. Et ça s'explique par quoi? Par une sous-performance, par des changements de gouvernance ou de stratégie Alors, ça s'explique évidemment par un non-succès du fonds, qui lui-même s'explique par soit par une sous-performance, soit parce que la thématique n'est plus intéressante. Regardez aujourd'hui un gérant qui gère sur la Chine. La Chine sous-performe les indices mondiaux. Bon, c'est normal qu'il ait de mauvaises performances. Mais si on se met du côté du client, du porteur de part, lui, il se retrouve un peu coincé, un peu embêté, parce qu'on va lui annoncer un jour que son fonds ferme, son fonds fusionné. Alors, évidemment, je tiens à rassurer tous ceux qui nous regardent, son argent ne disparaît pas. Mais il va être souvent transféré sur un fonds sans odeur ni saveur, un paquebot qu'il ne voulait peut-être pas. Il va, en quelque sorte, cristalliser sa sous-performance. Bien sûr, oui. Parce qu'en plus, il ne va pas savoir forcément les raisons de la contre-performance. Est-ce que c'est un mauvais choix ponctuel? Est-ce que ce mauvais choix a été vendu? Est-ce qu'il y a une capacité de rebond? Et il ne trouvera pas forcément un fonds équivalent pour se refaire, pour rebondir. Et dans ces cas-là, il a la possibilité, l'épargnant, de dire non, entre guillemets, je sors, je préfère sortir plutôt que d'aller sur ce nouveau fonds. Ça, c'est possible quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Encore faut-il se poser la question, et il y a un sujet de confiance après avec les personnes avec qui on travaille. Absolument. Il aura toujours cette option-là. Maintenant, sortir, donc vers quelle autre solution? Alors, soit on fait une croix sur le fonds précédent et on va vers autre chose, mais si on a envie de rester sur la même typologie de stratégie, c'est pas toujours très simple, surtout quand on est dans l'univers de l'assurance vie à la française, où on a un choix assez limité, et je vois récemment de plus en plus limité. Donc, c'est compliqué. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, et c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est faites sortir la stratégie d'investissement du véhicule d'investissement. D'accord. Et on revient évidemment sur l'ETF. L'ETF, mais pas seulement une économie. C'est pas seulement environ 1,80% de frais en moins. C'est aussi la liberté et la constance de la stratégie que vous la menez. La stratégie, c'est vous qui allez la mener. C'est vous, auditeur, je peux voir la caméra. Parce que, quelle différence? C'est-à-dire que, alors là, effectivement, on rentre dans la gestion passive. Quand on va chercher des ETF, c'est-à-dire qu'en tant qu'épargnant, on fait des sélections d'ETF, mais ça veut dire qu'on reste quoi, sur les grands indices? Non, Nicolas, non. Quand on passe à l'ETF, on ne tranche pas forcément le sujet gestion active, gestion passive. D'accord. Vous voulez faire de la gestion passive, l'ETF, c'est merveilleux, vous êtes dans le bain qu'il vous faut. Vous voulez faire de la gestion active, achetez aussi de l'ETF. Vous faites sortir la stratégie, vous menez la stratégie que vous voulez être surpondéré sur telle ou telle zone, vous achetez l'ETF de cette zone-là. Vous voulez faire, entre guillemets, comme tout le monde, vous achetez un ETF MSCI World et vous faites de la gestion passive. Mais faites-le en ETF. Merci beaucoup Régis Yankovici, le sujet gestion active avec des ETF, un sujet qu'on pourrait continuer à aborder pendant des heures. Merci beaucoup en tout cas Régis Yankovici de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine, et quant à nous on se retrouve très vite sur Bismart.